Au cœur de la mêlée sur Sud Radio pour attaquer ensemble l'année 2026 version rugby sur notre antenne. On est très heureux d'être avec vous. La 14e journée de Top 14, la première de la phase retour commencera demain sur Sud Radio à 14h30 avec un exceptionnel match. Ça promet beaucoup. On va faire le point évidemment sur les compos dans quelques instants. Le point aussi sur les grands sujets, les grandes questions autour du rugby français en 2026. Et puis, comme je le disais il y a quelques instants, les grands enjeux du rugby français avec aussi... une question autour de la situation financière de la Fédération française de rugby, sur la situation économique et sur les projets structurels. Ce sera avec Philippe Spanghero jusqu'à 20h. Mais dans un instant, sur ce radio, on sera avec Marco Tolègne, 5 sélections avec l'équipe de France, joueur de Montpellier. Mais d'abord, bonjour Maxime Sénat, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Comment ça va Maxime? Bonne année. Bonne année. Meilleurs vœux, hein. Bah oui, on est très heureux d'être ensemble, voilà, pour commencer 2026 ensemble. Exactement. Mais oui, C'est beau. Et pas en soirée. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et pourtant, il y en a eu. Effectivement. Avec, comme je le disais, donc la 14e journée de Top 14 qui sera en intégralité sur Sud Radio. Les affiches sont les suivantes. Perpignan-Toulouse, demain à 14h30. Toulouse qui a fait beaucoup tourner et ce sera un point intéressant. Montauban, Clermont, Lyon, Pau, Montpellier, Bayonne et Stade Français Castres pour le multiplex à 16h35, à 21h demain soir. Union Bordeaux-Bègles, Racing 92 et puis dimanche soir La Rochelle, Toulon à 21h. Le match le plus déséquilibré, le match le plus difficile à pronostiquer, le match qu'il ne faut surtout pas louper. Toutes ces questions ont été posées dans le podcast Sud Radio, dans la causerie, à retrouver évidemment sur sudradio.fr. Quelques petites infos, notamment, tiens, je parlais de Perpignan-Toulouse. Eh bien, le Stade Toulousain qui va se présenter du côté des Mégirales avec une composition fortement rajeunie, fortement remaniée, avec une charnière Paul Graou, Calvin Gourg titulaire à l'ouverture donc, et une paire de centres Vinière, Coste, Ozel, Teddy Thomas et Dimitri Delibes à l'arrière, à Larry. Voilà pour faire un petit point sur la composition du Stade Toulousain du côté de Perpignan. Et puis les dernières petites infos aussi qu'on peut vous donner, c'est que Peato Movaca sera sur la feuille de match. Oui, de retour, Peato Movaca, le talonneur de l'équipe de France et du Stade Toulousain. Et puis c'est même pas un retour, c'est une première pour Duprez, Jean-Luc Duprez, le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles qui n'a pas encore une seule feuille de match dans cette saison 2025-2026, qui était blessé sur toute la première phase du championnat pour l'UBB. Eh bien, il sera sur le banc pour affronter le Racing 92 samedi soir. Voilà pour des petits points compos si vous êtes en train de préparer vos pronostics pour cette 14e journée de Top 14. Et on va parler justement avec quelques questions sportives autour du rugby français en 2026 et notamment du Top 14. Et pour cela, on accueille Marco Tolène. Bonsoir Marco. Bonsoir Alexandre, bonsoir tout le monde. Comment ça va Marco? Bonne année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ailleurs, tiens, Marco, pour 2026? De la santé, ça ira déjà pas mal, je pense. Ouais. Ouais, non, et vous? Écoute, quelque chose? Écoute, de la santé, une année sportive de qualité, ce serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal. Franchement, ça serait... on est bien, on est dans les clous pour l'instant. On est dans les clous. Tiens, tu sais qu'il y a une équipe qui est pas dans les clous actuellement sur les déplacements. C'est Bayonne. Ah. On ne peut pas en prendre 45 à chaque match. Vient de s'exprimer Philippe Taïeb il y a quelques heures maintenant. Ça a été tendu. Et ça tombe bien parce que Bayonne va se déplacer à Montpellier demain. Et ce sera évidemment sur Sud Radio. Ce genre de discours mobilisateur, peut-être remobilisateur pour l'aviron bayonnais qui, franchement, est très décevant à l'extérieur. Toi, joueur de Montpellier, comment tu le perçois? Il faut quand même s'en méfier parce que Bayonne, ça reste quand même une bonne équipe. On a vu sur les saisons précédentes qu'ils avaient pu faire des choses qui sont très bonnes. Là, en l'occurrence, ils n'ont pas encore gagné à l'extérieur, mais il ne faudrait pas que ça commence dès demain. Donc voilà, il va falloir quand même faire attention à cette équipe. Ouais, faire très attention à cette équipe. Marco, tu seras sur le banc pour ce match. La compo vient de tomber avec le numéro 18 dans le dos. Toujours des feuilles de match. Toi qui vas faire tes dernières feuilles de match avec le MHR, puisque tu vas débarquer du côté de Valence Roman la saison prochaine. Oui, tout à fait. Sur les dernières feuilles de match, j'ai pu enchaîner beaucoup de fois en tant que remplaçant, mais ça fait du bien déjà d'être dans le groupe.
Mais oui, la saison prochaine, ouais, à Valence pour minimum 2 saisons. Alors on va parler des grands enjeux de cette phase retour de Top 14. Et j'ai une première question à te poser. Alors c'est pas la plus difficile, hein, Oui. Oui. cette question. Marco, est-ce que le Stade Toulousain peut réaliser le quadruplé comme en 94-97, ils avaient fait 4 de Brennus consécutifs. D'ailleurs, le Stade Bordelais l'avait fait aussi entre 1904 et 1907. Est-ce qu'il peut y avoir un 4e Brennus consécutif pour le Stade Toulousain? Est-ce que tu mettrais ta maison sur une victoire et un titre du Stade Toulousain cette année? Bah, forcément, quand on voit Toulouse depuis plusieurs saisons et encore le classement qu'ils ont actuellement, bah oui, c'est un prétendant au titre qui est là, quoi. Après, Est-ce que c'est encore une le fois, sur les phases prétendant? finales, et c'est l'un des prétendants parce que pour moi, même si ça reste une grande équipe, etc., sur les phases finales, on sait très bien que il peut se passer des choses aussi différemment. Comme par exemple, il y a beaucoup de personnes qui nous attendaient pas en 2022 à gagner et finalement on a eu le titre. Voilà, donc Toulouse, ben voilà, c'est Toulouse, hein, on n'a même pas besoin de les présenter ou d'expliquer qui ils sont, mais donc ils sont bien partis pour du coup faire les phases finales, mais après les playoffs, c'est notre paire de manches, même si bon, voilà, ça reste Toulouse, évidemment. Ouais, et c'est très 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 costaud effectivement. Deuxième question pour toi, qu'est-ce qui peut empêcher Pau de se qualifier pour ses premières phases finales depuis 2002-2003? Et d'ailleurs c'était en top 16 dans un format totalement différent, mais en top 14 ils ne l'ont jamais fait. Qu'est-ce qui peut empêcher Pau de se qualifier? Pau deuxième du championnat actuellement. Ça serait d'enchaîner plusieurs défaites d'affilée, mais bon, au vu de la qualité de l'effectif qu'ils ont, ça m'étonnerait que ça arrive. S'ils arrivent à verrouiller déjà tous leurs matchs à domicile, je pense qu'ils seront bien positionnés sur ce dernier carré. Donc voilà mon analyse par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut faire que Montpellier soit dans le top 6 à la fin de la saison? Et ben Marco à Tolène. l'inverse, à l'inverse, si on arrive à enchaîner plusieurs victoires d'affilée, Vous êtes la ben, 5e peut-être meilleure que dynamique sur les 5 dernières journées. La 3e meilleure dynamique sur les 5 dernières journées, hein, quand même, hein, Montpellier. oui. Après, oui, Sur les 10 c'est dernières pas journées, mal. vous êtes la 5e meilleure équipe du top 14. C'est pas mal, mais on sait très bien que le top 14, il est long, il est chiant, il est fatigant. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a il y a des fois des surprises, il y a des fois, voilà. Donc après, nous, le plus important, c'est de se concentrer sur nous-mêmes, préparer les matchs comme il faut, essayer de faire le meilleur résultat possible à chaque fois. Et après, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, comme on dit. Mais voilà, nous, il faudrait qu'on arrive à avoir de la constance sur nos performances et pouvoir enchaîner les victoires. Chose qui est pas facile, évidemment. Et Montpellier, qui est l'équipe qui joue le plus au pied en top 14. Est-ce que c'est vrai qu'après les matchs, des poches de glace sont amenées pour protéger les pieds des joueurs montpelliérains, ou c'est pas vrai, Marco Tolègne? Est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai que les 9, 10 et 15 ont des bleus au pied? Ah, mais ils n'arrivent plus à marcher, on est obligé de les transporter après, donc pour aller à la brasserie. Donc ouais, c'est vrai ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Est-ce que le club de Perpignan peut se sauver après un départ si catastrophique? Une victoire sur les 13 premières journées. Et d'ailleurs, c'était la 13e. Ben, encore une fois, le championnat, il est parfois imprévisible, donc C'était la voilà, 12e, pardon. même Perpignan, qui reste quand même une équipe avec un gros effectif, etc. Pourquoi pas? Moi, j'ai du mal maintenant à dire, bah ben voilà, eux, ils vont finir deuxième, premier, eux, ils vont finir. Ah bah c'est tout le jeu. On prend des risques là, Ah ouais, Marco. Hein. c'est sûr. Attends, Mais tu on est le vois, 2 janvier 2026. tu vois, quand j'ai commencé ma carrière un peu pro, etc., quand j'étais jeune, tu savais un En peu, tu 2004, disais, c'est bon, ça? ouais, 2003, je crois. 2003. Ouais. Non, mais tu voyais, il y avait déjà les équipes. Bon, on savait que eux, ils allaient finir premier, deuxième, troisième. On savait qui c'est qui allait redescendre, etc. Maintenant, là, c'est chaud de pouvoir faire des prédictions par rapport à ça. Donc, Pourtant, ça reste quand on regarde la le beauté top classement, 14. Mais... c'est que Perpignan est dernier actuellement avec 5 points, derrière Montauban qui en a 7. Et puis là, il y a un véritable écart avec Lyon qui a 23 unités au compteur. Donc il y a quand même un monde entre ces deux équipes-là et les autres. Pourtant, on sait que Perpignan, s'ils arrivent à terminer 13e et faire un barrage, il y a une certaine solidité quand même de cette équipe. Ben, tu sais, une bête qui est blessée, elle peut être très dangereuse. Donc, attention, il faut s'en méfier.
Méfions-nous donc de Perpignan. C'est vrai que Perpignan. Tiens d'ailleurs, parlons pour évoquer Perpignan, il y a Emmanuel Meafou qui en a parlé là il y a quelques heures en conférence de presse, parce que lui il va faire partie un petit peu de ses leaders de jeu dans un effectif extrêmement rajeuni demain du Stade Toulousain. Écoutez les mots d'Emmanuel Meafou. Jouer à Perpignan, c'est jamais un défi facile. Je voulais aussi dire aux mecs qui vont jouer que c'est un match de championnat, c'est un match de top 14, c'est un match de haut niveau, et même s'ils sont un peu difficulté cette saison, c'est des bons joueurs, c'est un bon staff, c'est un très bon club. Donc même si on est un peu devant en score de classement, ça peut être dur. Là, ce week-end, je suis chaud. Voilà. Bon bah voilà, ça promet. Ça va être un super match. Franchement, ce Perpignan-Toulouse va être génial. Parlons un peu du 15 de France, Marco Tolaine, parce que tu n'as pas pris ta retraite internationale. Tu es toujours un international français et on compte sur toi pour la Coupe du Monde 2027. Le 15 de France peut-il construire un statut de favori au titre mondial durant cette année 2026 ? Je pose cette question parce qu'en 2022, les Bleus avaient été absolument exceptionnels et avaient propulsé l'équipe de France comme favori de sa propre Coupe du Monde un an après. Est-ce que 2026 peut nous ramener à la table des grands ? Et quand je dis nous ramener, c'est à la table des très grands, les 2-3 favoris de la Coupe du Monde 2027 qui aura lieu en Australie. Oui, pourquoi pas. Moi, quand je vois justement les joueurs qui peut y avoir dans ce 15 de France, les jeunes qui arrivent, qui émergent, les anciens qui sont là dans un groupe solide, franchement, pourquoi pas, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'il n'y avait pas eu de très bons résultats dernièrement, etc. Mais quelque part aussi sur le haut niveau, la reconstruction d'une équipe, etc., ça reste particulier, mais je ne les ai pas trouvés ridicules non plus. Donc oui, pour moi, ça peut être bien sûr. Parce que pourtant, il y a eu de l'inquiétude. Je veux dire, ces tests de novembre nous ont pas toujours franchement rassurés. Non, c'est vrai, c'est ce qui a été dit, mais après, voilà, comme je t'ai dit, avec les joueurs que tu peux avoir et ceux qui vont arriver, pourquoi pas? Moi, j'y crois, franchement, quand je vois la progression que l'équipe de France a, etc., et son évolution, pourquoi pas? On reste quand même une équipe qui reste assez craint, je pense, dans le rugby mondial pour espérer quand même faire partie des bonnes têtes en 2026. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Oui, c'est pour ça que je pose la question, parce que j'ai la sensation que l'équipe de France peut réenclencher ça à un an de la Coupe du Monde, enfin un peu plus d'un an de la Coupe du Monde, et il peut y avoir quelque chose qui se passe en 2026. En tout cas, évidemment, Sud Radio sera présent pour vous conter ce qui va se passer autour de l'équipe de France. Dernière question pour toi, Marco Tolaine. On va revenir sur les affiches de cette 14e journée qu'on vivra en intégralité sur Sud Radio demain et dimanche. Perpignan-Toulouse, Montauban-Clermont, Lyon-Pau, Montpellier-Bayonne, Stade Français-Castres, Union Bordeaux-Bègles, le Racing et La Rochelle, Toulon. Combien de victoires à l'extérieur ? Bonne question. Allez, je vais dire une. Une. Et laquelle ? Bonne question. Est-ce Toulouse à Perpignan ? Est-ce Bayonne à Montpellier ? Non. J'espère pas à Bayonne. J'espère pas à Bayonne. Après, encore une fois, même, tu vois, tu parles que Toulouse, ils ont fait tourner, ils ont mis les jeunes, etc. Mais à chaque fois que même ils ont fait tourner Toulouse, ils ont toujours été performants. Donc qui va s'imposer à l'extérieur ? Est-ce que c'est Clermont à Montauban ? C'est peut-être possible, si jamais pour le même match qu'ils ont fait la semaine dernière contre Bordeaux, pourquoi pas. Et ce sera à suivre évidemment sur Sud Radio avec Rémi Mességuier qui sera en direct de Sapiac sur notre antenne pour vous conter cette partie. Merci beaucoup Marco, on te regardera demain. Ça sera franchement un match absolument passionnant entre Montpellier et l'Aviron Bayonnais. Très belle soirée à toi Marco. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt. Et merci d'être toujours fidèle à l'écoute de Sud Radio. Comme vous, amoureux de rugby, dans un instant sur notre antenne, Philippe Spanghero pour parler des grands enjeux financiers, économiques et structurels de la Fédération française de rugby en 2026. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina ? Où est l'argent ? Où est l'argent ? C'est mon peu de noir, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Et déjà bonne année Philippe Spanghero. Bonne année Alex.
On va Bonne parler année à des tous. grands enjeux du rugby français en 2026. Et première question, Philippe, quel bilan pouvons-nous dresser pour le rugby français en 2025 sur le plan financier, mais aussi sur les plans économiques, structurels et sur l'influence du rugby français dans les organisations de rugby dans le monde? Alors, il y a deux approches pour dresser un bilan qui soit conforme à la réalité. Il faut regarder d'un côté ce qui s'est passé à la FFR et puis ensuite on parlera de la Ligue nationale de rugby et ensuite des grands enjeux et des grands chantiers qui concernent les deux institutions en commun. Du côté de la FFR, c'est une grande année 2025 parce que tous les chantiers majeurs, parce que rappelons-le, il y avait eu plus de 8 saisons, je crois, de déficit d'exploitation régulier et donc il fallait quand même remettre les compteurs à zéro pour essayer de se projeter et d'avoir des bases un peu plus solides pour l'ambition qu'on pouvait avoir pour le rugby français. Et donc, c'est pas encore pour cette saison, mais normalement pour la saison prochaine, grâce à des négociations qui ont été réussies, notamment celle du Stade de France. On l'a dit, on en a parlé régulièrement, qui permet à la FFR de réaliser des économies importantes à chaque match joué au Stade de France, avec la possibilité également de se délocaliser plus régulièrement en province, d'être plus proche des supporters du 15 de France un peu partout sur le territoire, et puis d'avoir des jauges de stade adaptées aussi à l'équipe que l'équipe de France reçoit. Donc ça, c'était une négociation majeure, elle a été réussie. Et puis ensuite, il y a une négociation importante qui, médiatiquement, a été un peu moins mise en lumière, mais qui concerne les revenus de destination. On l'avait dit, mais au moment de l'entrée de CVC, le fonds d'investissement au capital de la société commerciale Destination, une négociation avait été menée où le rugby français était quand même le grand perdant, puisque CVC et les organisateurs considéraient que les reversions des bénéfices chaque année des droits de cette société ne pouvaient pas être à part égale, puisqu'il y avait des nations qui ont un impact plus fort sur le résultat. Et la Fédération française de rugby avait été un peu le laissé pour compte à l'époque et prenait que 16% des revenus des bénéfices annuels de la société commerciale. C'était un gros bras de fer qui a été réussi par la nouvelle gouvernance de la fédération. Et donc, on a réussi à avoir 3% supplémentaires et à passer de 16 à 19%. Donc, à l'échelle des revenus, même si les chiffres sont confidentiels, on peut estimer que c'est entre 3 et 4 millions d'euros de bénéfices supplémentaires annuels pour la fédération. Ça, c'était le deuxième grand chantier. Et ensuite, le chantier qui a commencé à être mené, mais qui n'est pas terminé, c'est ce qu'on appelle le plan Marshall. C'est ce que la gouvernance a appelé le plan Marshall en termes d'infrastructure, parce qu'on le sait, le rugby a des gros enjeux de développement d'infrastructures. Il y a 60 millions qui ont été fléchés pour accompagner les clubs. Et à ce stade, c'est 280 clubs pour 25 millions d'euros de financement d'infrastructures. Ah ouais. Donc voilà pour l'année 2025 du côté de la fédération. C'est plutôt une très bonne saison qui permet d'être optimiste et un peu ambitieux pour l'avenir court et moyen terme. Alors évoquons 2026 sur le plan financier. Est-ce que l'heure est toujours au rééquilibrage des comptes et à une prudence du coup qui en découle, voire une austérité, ou il y a quelques projets, dépenses qui sont envisageables pour construire quelque chose en 2026? Non, il n'y a pas d'austérité, il y a de la gestion en bon père de famille, puisque en parallèle de cette augmentation des recettes, notamment jour de match au Stade de France, les revenus 6 nations, on vient d'en parler, il y a aussi un plan d'économie qui a été réalisé. On vit un peu plus modestement à la fédération, mais je crois que personne s'en plaint. Voilà, l'avenir du rugby français passe avant tout, c'est l'intérêt supérieur, parce qu'il y a encore quelques chantiers complexes à mener du côté de la fédération, notamment la gestion et l'exploitation de ce stade Raoul-Montbran à Pantin. On en a parlé régulièrement. C'est un caillou quand même dans la chaussure de la fédération à ce jour, puisque c'était le projet de l'ancienne gouvernance avec cette volonté de se séparer de Marcoussis et d'avoir un lieu en région parisienne avec ce stade Raoul-Montbran et puis un lieu dans le sud-est de la France. Tout ça a capoté. Le projet Raoul-Montbran devait coûter un peu moins de 15 millions d'euros. Finalement, il a coûté 30 millions d'euros à la fédération, sans aucune utilité à ce stade. Donc, la gouvernance réfléchit à comment l'exploiter. Mais en parallèle de ça, ça a été communiqué par la gouvernance. Il y a eu quand même un signalement au procureur sur ce projet-là, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur la façon dont ce projet a été attribué, sur la façon dont l'exploitation était envisagée. Donc, quel est l'avenir pour ce projet-là? On ne le sait pas trop. En tous les cas, à court terme, la fédération doit trouver un modèle d'exploitation
pour ce stade qui va peser quand même lourd dans les finances. C'est intéressant que tu évoques ça parce que je voulais évidemment aller sur le projet, sur les projets structurels de 2026. On entend parler parfois d'amélioration de Marcoussis, de création de deuxième centre d'entraînement, comme tu viens de le dire, dans des cadres différents, que ce soit plus proche de Paris ou dans le sud-est, avec peut-être une différence d'environnement. Est-ce que ça c'est toujours dans les petits papiers? Est-ce que on cherche à construire une sorte de deuxième petit Marcoussis pour changer de cadre de temps en temps? Non, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Encore une fois, même s'il n'y a pas d'austérité, il y a de la rigueur budgétaire. Et donc, la réalité de la gouvernance aujourd'hui, c'est de régler ce sujet Raoul Montbran avant de se projeter. Marcoussis est un bel outil. Ce serait extrêmement ambitieux, voire dangereux d'envisager à ce stade, puisqu'encore une fois, on le répète, l'équilibre budgétaire, il est prévu pour la saison 2025-2026. Ça fera 8 ou 9 saisons successives de perte d'exploitation. Donc, se projeter sur des sujets aussi ambitieux, je ne crois pas que ce soit l'ordre du jour de la gouvernance actuelle. En tous les cas, il y a des solutions, en effet, puisque les joueurs ont besoin de changer d'air aussi. Régulièrement, avant les matchs, ils vont les préparer à Rueil Malmaison et puis ils ne sont plus à Marcoussis toute la semaine. Il y a aussi la volonté de Fabien Galtier et son staff, en effet, de bouger régulièrement en période de stage, de préparation de tournées et de tournois. Donc, ça, c'est vraiment des solutions qui restent envisagées et qui seront mises en place. Mais je ne crois pas un projet d'envergure comme l'ancienne gouvernance l'a porté, au moins à moyen terme. Est-ce qu'il y a des secteurs du rugby français qui nécessitent des investissements d'urgence, comme peut-être le rugby féminin ou les petites écoles de rugby qui sont en train de mourir dans les territoires? Ouais, mais c'est l'enjeu majeur, c'est le fameux plan Marshall dont a parlé la gouvernance et qui est un enjeu très stratégique de la fédération. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le rugby français est en difficulté dans les territoires ruraux, qu'il y a de plus en plus de regroupements dans les écoles de rugby, mais il y a deux raisons à ça. Il y a en effet un vrai enjeu d'infrastructure et de besoin de capacité d'accueil pour ces jeunes. Il y a un besoin de formation des éducateurs, mais il y a aussi un sujet de volonté. Et ça, la fédération a mis en place un système de scoring, parce qu'en fait, on se rend compte que dans des divisions intermédiaires, beaucoup de clubs focalisent sur les moyens sur l'équipe première, en se désintéressant un peu finalement de ce qui se passe chez les jeunes et dans l'école de rugby, en disant on va faire des regroupements, c'est pas très grave. Mais ce sujet des regroupements, c'est la mort du rugby dans nos territoires, et c'est ce que la fédération veut combattre justement par ce système de scoring, et elle accompagnera en priorité les clubs qui ont une volonté globale de développement de son éducation, de son école de rugby et de la façon dont on perçoit le rugby comme levier d'éducation au sens large. C'est un vrai enjeu d'intégration sociale. On parle beaucoup en effet du féminin, mais on développe aussi beaucoup le rugby santé avec des sections pour handicapés. Ça se passe très bien, il y a de très bons résultats. Et donc le rugby, pour se démarquer des autres sports, doit aller encore davantage sur ces terrains-là. Philippe Sanguero, parlons de la nationale, c'est la 3e division française, elle est gérée aussi par la Fédération française de rugby. Est-ce que la viabilité de la nationale est une problématique à résoudre prochainement ? Une problématique à résoudre, en fait, c'est un sujet depuis longtemps, parce que dans les faits, ça a été un sujet porté par Bernard Laporte, cette volonté d'avoir 3 divisions professionnelles. C'était ambitieux. Aujourd'hui, on se rend compte dans les faits, je le répète souvent, mais que le rugby français est déjà le seul championnat du monde qui offre 2 divisions professionnelles dignes de ce nom, avec une vraie réalité économique. Je crois qu'en fait, on est rentré dans une forme d'utopie en voulant faire croire que notre économie permettait d'avoir 3 vraies divisions professionnelles. On se rend compte dans les faits que c'est toujours très compliqué économiquement pour une partie des équipes qui composent cette nationale. Alors bien sûr, il y a des équipes solides, on les voit toujours en haut de classement, mais quand on regarde un peu en bas, c'est beaucoup plus compliqué. On a vu ces dernières saisons des équipes exploser en cours de route. On sait aussi que la marche qui amène à la Pro D2, elle est brutale. Et donc, il y a des sujets aussi d'accompagnement pour les équipes qui ont de l'ambition de monter. C'est un sujet, en effet, pour la FFR, ça c'est une certitude.
parce qu'il y a ce besoin d'avoir une réalité économique sur les sujets qu'elle traite. Et donc il y a le féminin et il y a la nationale qui sont des sujets majeurs. Et puis enfin le 15 de France, quel est l'enjeu majeur de 2026 selon toi pour les Bleus de Fabien Galtier? Sur quels aspects l'équipe de France doit performer ou doit rectifier des choses? L'équipe de France, en fait, elle a besoin de gagner. Elle a besoin de gagner parce que, je le répète souvent, mais aujourd'hui, on a quand même un sujet, en effet, sur la dimension Ligue Fédé. On y reviendra tout à l'heure, on parlera de la santé de la Ligue, mais sur la vision commune, sur les enjeux communs, il y a en effet la demande qui est faite à la fédération, de la fédération vis-à-vis des clubs professionnels, d'accompagner la performance de l'équipe de France. Et donc, tout ça, pour que ça rejaillisse sur les clubs professionnels, il faut qu'on ait une équipe de France qui gagne. On a une génération assez exceptionnelle et donc l'attente elle est forte quand même de la part du rugby professionnel notamment, qui dit écoutez, on a fait beaucoup d'efforts pour 2023 et ça n'a pas gagné en 2023, donc il reste 2027, on va vous accompagner, mais il y a une attente très forte du rugby professionnel sur les résultats de l'équipe de France à court et moyen terme, puisque pour préparer cette échéance de 2027, il reste moins d'une quinzaine de matchs, donc il y a une attente de résultats. Merci beaucoup Philippe Spangueron, on se retrouve demain évidemment avec au cœur de la mêlée à partir de 19h pour évoquer la 14e journée du Top 14 et puis on sera aussi avec toi dimanche et Jean-Baptiste Elissalde. Très bonne 14e journée aussi pour toi Philippe. Et puis voilà, on commence 2026 comme on a fini 2025 sur Sud Radio à parler de rugby comme tous les vendredis soirs. Merci messieurs. On se retrouve évidemment donc demain sur Sud Radio, coup d'envoi 14h30 de la 14e journée du Top 14 avec Perpignan, Toulouse. Elle sera suivie du multiplex avec Montauban, Clermont, Lyon-Pau, Montpellier, Bayonne, Stade Français, Paris-Castres et à 21h Union Bordeaux-Bègles, Racing 92 dimanche, La Rochelle, Toulon. Très belle soirée à tous. Merci à Maxime et à Quentin à la réalisation et à Marius sur les réseaux sociaux. Sud Radio Rugby continue sur Twitter, Instagram, Facebook avec nos réseaux. Très belle soirée à tous.